En d'autres termes, ce que l'on appelle l'identité ou l'identitarisme ethnique, communaliste, confessionnel, c'est une invention de la tradition, et j'emprunte le terme à deux grands historiens britanniques, Eric Hobsbawm et Terence Ranger, qui montrent comment, à partir du XIXe siècle, la modernité en Occident, mais bien au-delà, c'est très largement pensé à travers un processus d'invention de la tradition. Si vous voulez, c'est un peu l'effet Ivanhoé, c'est-à-dire comment l'Europe industrielle a pensé ces transformations au XIXe siècle à travers, par exemple, le fantasme du Moyen Âge. Ivanhoé, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, mais également de Viollet-le-Duc, qui restaure Notre-Dame de Paris, puis il en rajoute une louche, quoi. Une gargouille par-ci, une gargouille par-là. Carcassonne est un très très bel exemple de restauration sur le mode de l'invention de la tradition. Si vous allez en Amérique du Nord, vous allez être frappé de toutes ces universités néo-gothiques qui, évidemment, ont été construites au XIXe siècle, pas au Moyen-Âge. Si vous allez à Vienne, vous allez avoir des monuments nés de la transformation, la grande transformation urbaine ô combien moderne de Vienne à partir des années 1860-1870, mais qui va passer par la construction d'un parlement néo-classique grec. Bon. Donc c'est tout un travail d'invention de la tradition, et au fond, ces identités ou ces cultures dont nous parlons aujourd'hui sont impensables, sont indissociables de ce processus d'invention de la tradition. Là aussi, un exemple trivial, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous associez la Méditerranée sur un plan culinaire à la tomate. Bon, et c'est vrai que la plupart des Méditerranéens raffolent de tomates. Des deux côtés des rives de la Méditerranée. Mais n'imaginons pas Socrate philosopher en grignotant des tomates. La tomate, elle est arrivée en Méditerranée au XVIe, XVIIe siècle, du Mexique. Donc là, vous voyez un phénomène d'invention de la tradition méditerranéenne, de la cuisine méditerranéenne, mais qui est un produit historique. Cette culture grecque dont nous nous réclamons serait quand même susceptible de nous gêner, parce que si Socrate ne mangeait pas de tomates, il aimait quand même les garçons. Il n'est pas absolument certain qu'on lui confierait nos enfants à garder le soir. Donc vous voyez bien que l'idée de la culture méditerranéenne est un artefact, c'est un processus d'invention de la tradition, tout comme d'ailleurs aujourd'hui le salafisme. Le salafisme de nos amis de Daesh ou d'Al-Qaïda, ou sur un mode plus pacifique de gens qui sont des musulmans salafistes mais qui ne sont absolument pas des terroristes, c'est un processus d'invention de la tradition. Il suffit de regarder les vidéos de Daesh pour voir qu'elles doivent plus à Hollywood qu'à je ne sais quelle tradition coranique. Et la Médine que les salafistes s'imaginent est le fruit de leur imagination tout à fait moderne. Le prophète ne surfait pas sur Internet à la recherche des tours du 11 septembre et ne portait pas de pantalon à mi-mollet. Donc on est dans un processus d'invention de la tradition. Mais cette invention de la tradition, et notamment cette invention de l'identité, elle est toujours politiquement très orientée. On parle aujourd'hui, comme d'une évidence, de l'Europe judéo-chrétienne. C'est un historien israélien, Shlomo Zand, qui dit de manière assez cruelle ma grand-mère aurait beaucoup aimé savoir qu'elle était judéo-chrétienne, elle est morte à Auschwitz. Vous voyez bien que quand on parle d'Europe judéo-chrétienne, il y a une part d'indécence, il y a une part même d'obscénité. Parce que cette Europe, elle n'a pas toujours été judéo-chrétienne. Et on voit bien que quand on parle d'Europe judéo-chrétienne, c'est en lançant un regard torve vers les musulmans. C'est une manière de dire que l'islam n'a rien à faire en Europe. Ça veut dire ça. Donc c'est politiquement très orienté.
Quand l'Espagne, dans un geste de générosité sans doute assez intéressé, se pique de vouloir donner un passeport espagnol aux Juifs qui pourraient prouver leur ascendance andalouse, c'est très sympathique, mais pourquoi pas aux Arabes qui ont été chassés par la Reconquista. Donc vous voyez que là aussi, on a une définition très orientée de l'identité européenne. Monsieur Salvini fait ses discours avec des chapelets à la main, mais le pape ne s'y retrouve pas du tout. Il condamne, tout chrétien et tout catholique qu'il soit, il condamne cet usage politique de la prétendue identité chrétienne de l'Europe. Donc l'invention identitaire est toujours politiquement orientée, ce qui veut dire qu'elle est toujours éminemment politique et n'a rien, elle est un événement, elle n'a rien d'une essence, elle n'a rien d'une évidence. Et puis, cette invention identitaire est toujours relationnelle, généralement, selon une logique d'inimitié complémentaire. Le terme est celui de Germaine Tillion, il a été récupéré par Fernand Braudel, ce qui veut dire, si vous voulez, que les ennemis ont besoin de l'autre pour exister. Et ça, c'est très connu, et on voit bien qu'une bonne part de l'actualité internationale se résume à des numéros de clowns tristes sur ce mode de l'inimitié complémentaire, israélien versus palestinien, hindou versus musulman, hutu versus tutsi, etc., etc. Donc ce travail d'invention de l'identité politiquement orientée est toujours relationnel. Et il procède par traduction abrégée. J'emprunte le terme à Freud, qui montre comment, dans le tohu-bohu de nos rêves, la nuit, nous fonctionnons par traduction abrégée. Le symbole est une traduction abrégée de notre inconscient. Et bien de la même manière, dans l'imaginaire identitaire des sociétés, vous avez des symboles qui sont des traductions excusez-moi, qui sont des traductions abrégées de la complexité de ces sociétés. Par exemple, il suffit de balancer une carcasse de porc dans une mosquée en Inde pour savoir que 2 heures plus tard, vous avez 3000, 5000 morts. Parce que cette traduction abrégée de la société va immédiatement déclencher les inimitiés complémentaires entre musulmans et hindouistes. Tout ceci donc nous amène à mon troisième point. C'est généralement le regard de l'autre qui vous identifie. Vous êtes beaucoup plus identifié par le regard de l'autre que vous ne vous identifiez spontanément dans tel ou tel terme. J'ai dans mes dossiers de presse un reportage de Florence Baugé dans Le Monde qui remonte assez loin, à 2005, où elle est sur un ferryboat de Marseille à Alger pour faire un reportage sur l'Algérie. Et elle discute avec une famille d'Algériens qui vivent en Belgique. Très fièrement, le père explique à Florence Baugé que il a élevé ses enfants dans une double tradition, dans une double culture, et que ses enfants sont belges en Belgique et algériens en Algérie. Et là, le fils d'une vingtaine d'années corrige son père en disant: écoute, papa, ça n'est pas tout à fait cela. Moi, je me sens belge en Algérie et algérien en Belgique. Et vous avez une très belle, très beau raccourci, si vous voulez, de cette identification par le regard de l'autre. Ce qui renvoie à une phrase célèbre et très polémique de Sartre. Et devant la polémique, il a retiré d'ailleurs cette phrase. Sartre qui dit: le juif est un homme que les autres hommes tiennent pour juif. Voilà la vérité simple d'où il faut partir. C'est l'antisémite qui fait le juif.
Alors évidemment, ça suscitait beaucoup de discussions, mais je crois que cette phrase, il faut quand même la garder à l'esprit parce qu'elle renvoie à toute la théorie précisément du sujet chez Sartre et qu'elle montre bien quand même le fond du problème. Par exemple, en France, c'est bel et bien le laïcard ou l'extrême droite qui font le musulman par un acte performatif en le désignant comme musulman et donc comme non soluble dans la République, dans la démocratie et dans le respect des femmes. Et la traduction abrégée en France de ce regard qui fait le musulman, c'est le voile. Il est tout à fait étonnant qu'un pays de 60 ou 65 millions d'habitants, je pense, ou quelque chose comme ça, où vous avez peut-être 1000, 5000, 10 000 femmes qui portent le voile, on ne sait pas trop d'ailleurs combien de temps, comment donc cette pratique vestimentaire qui est quand même tout à fait secondaire statistiquement et socialement, précipite des crises de nerfs et monopolise une bonne part du débat public dans un pays qui, à vrai dire, n'a pas d'autres problèmes, n'a pas de problème de chômage, n'a pas de problème de délocalisation industrielle, n'a pas d'autres problèmes que le voile. Donc là, vous avez quand même une traduction abrégée tout à fait extraordinaire et qui renvoie à un processus d'invention de la laïcité. Parce que je vous rappelle que d'abord la laïcité, le terme n'apparaît pas dans la fameuse loi de 1905 de séparation des cultes et de l'État, qui parle de république laïque. La laïcité, le substantif de laïcité n'apparaît que dans les années 1930, et la République française n'est laïque constitutionnellement que depuis 1945-1946. La Troisième République constitutionnellement, n'était pas une république laïque. Donc, le délire laïcard est un bel exemple d'invention de la tradition républicaine. Et comme toujours, les salafistes, en l'occurrence les salafistes de la laïcité, en rajoutent un petit peu. Parce que Aristide Briand et tous les grands républicains de la Troisième République, comme Gambetta, etc., parlaient d'une république transactionnelle, récusaient le qualificatif d'intransigeant, là où Manuel Valls se réclame publiquement d'une conception intransigeante de la laïcité. Complètement, historiquement, il est complètement dans le faux. Et puis il y a une certaine ironie à voir les laïcards grisés par leur invention de la tradition se réclamer d'une troisième république pour défendre la femme musulmane d'elle-même, une troisième république dont je vous rappellerai quand même qu'elle ne reconnaissait pas le droit de vote aux femmes. Donc vous voyez que là, on est quand même dans l'imaginaire, pour ne pas dire dans le délire identitaire, de manière assez flagrante.